Bonjour, c'est moi, Monsieur Financement. Aujourd'hui, je vais vous donner les moyens de rouler en Renault 21 sans l'acheter. Comment? Grâce à ma formule de location avec option d'achat, la LOA. Vous versez un dépôt de garantie de 10 498 francs et un premier loyer majoré de 17 496 francs. Vous avez bien ça devant vous. Et 879 francs pendant 59 mois. Pour en savoir plus, appelez-moi au... Appelez-nous au 05 25 25 25, c'est gratuit. Déjà? Monsieur Financement, le premier service Renault. Protéger les terres de France, c'est notre vocation, notre mission, notre métier. L'armée de terre, pour réussir, de toutes vos forces. Informez-vous au 45 31 70 70. Contre le voile terne, contre les traces sur la vaisselle, voici Galaxy, premier gel de lavage. Galaxy est un gel, il se dissout plus vite. Il agit contre les traces. Avec Galaxy, envolez le voile terne. Galaxy, premier gel de lavage. Galaxy, testé et conseillé par de grandes marques de lave-vaisselle. Lait instantané Régilet. La forme qui nous plaît. Cheminée Supra, ouverte, la beauté du feu. Fermée, la chaleur et la sécurité. Insert et cheminée Supra, la flamme de l'invention. Waouh, quel punch, le bœuf! Hugues, taureau du Nevada, appelé souvent gros chef dans son tipi. Fini petit nuage de fumée. Avec Télécom, 1 minute en Amérique, 9 francs 35. Il n'y a vraiment pas de quoi déterrer la haine de guerre. C'est sensationnel ce qu'il se passe quand les parents servent des raviolis buitoni. Cette pâte, cette farce, cette sauce gourmande. C'est tout buitoni. Ravioli buitoni, sensation d'Italie. Un chèvre pas comme les autres, chavroux. Tendre, onctueux, chavroux. Un plaisir frais, une saveur douce. Chavroux, chèvre doux, frais de goût. Une belle cuisine comme ça, je pourrais m'en payer une quand les poules auront des dents. Mon Dieu, le cœur! J'achète. Regardez, capitaine! C'est là! Tournesol, vous êtes notre invité. Comment? On vous a préparé ces onctueuses tartines, et cette cuisine suffit. Tout ça nous met en joie, l'équilibre, on aime ça. Il m'adore! Et oui, eux aussi, ils avaient découvert Fruits d'Or Margarine, au pur tournesol de Fruits d'Or. Un régal en or pour mieux équilibrer leur alimentation. Margarine Fruits d'Or, pour mieux équilibrer votre alimentation. Il est reparti! La voilà. Cette fois, je le tiens, mon scoop. Tiens, Chocostar. Chocostar, ça a l'air extra. Alors, ma princesse, on se régale, hein? Aïe, je suis repéré. Chocostar de Balzen, un plaisir flou. Vibelle, coiffe nos envies. Pour étonner de nouveautés, Vibelle en spray. Vibelle en spray, coiffe nos envies. Envie de folie, le Vibelle fort, c'est vraiment fort. Coiffe nos envies, coiffe notre vie. Vibelle en spray, Vibelle en gel. Coiffez vos envies. Le câlin qui me fait fondre, c'est le câlin de Yoplait. Bravo, câlin, bravo la petite fleur. Être femme, avoir du charme, c'est Paul Mosner sans hésiter. Dîner d'affaires, shopping, concert, moi je vis en Paul Mosner. Paul Mosner, très chic, très charme, très femme. Énergie et Faire 3 présente en tournée en France. Coq Robin.
toute la France avec énergie et FR3. Soir 3, Jacqueline Alexandre. Privatisation en série d'ici le mois de mars. Édouard Balladur annonce d'ores et déjà celle des AGF et de l'UAP. Fin des manœuvres franco-allemandes sous les yeux de M. Kohl et de M. Mitterrand. Un conseil de défense commun est à l'étude. Un jésuite français assassiné au sud Liban. À travers cet attentat, c'est à la fois la France et les chrétiens qui pourraient être visés. Après 2 ans de répit, la sécheresse refait son apparition en Éthiopie. De nouveau, les secours s'organisent. Pour en parler ce soir, notre invité Alain Sibony de l'Action internationale contre la faim. Bonsoir. L'UAP et les AGF, puis le Crédit Lyonnais, à moins que ce ne soit la BNP, Rhône-Poulenc ou bien Péchinet, privatisés d'ici mars 86. Cet après-midi, Édouard Balladur a donné un grand coup d'accélérateur aux privatisations, plutôt que de ralentir le processus, comme on le demandait dans les milieux d'affaires en raison de la morosité de la bourse. Le gouvernement a décidé d'aller plus loin et plus vite. Une nouveauté pour ne pas épuiser les économies des Français, on pourra acheter les actions des privatisés à crédit. Claude Guénaud. On attendait la privatisation d'une seule compagnie d'assurance, il y en aura 2. D'abord l'UAP en décembre, numéro 1 oblige, suivi du numéro 2, les AGF en janvier 88. Édouard Balladur veut ainsi réduire l'influence de l'État dans ce secteur, contrôlé à 40% par les 3 compagnies d'assurance nationalisées. Poursuivant sur sa lancée, le ministre de l'économie a également annoncé le retour au privé avant mars 88 d'une grande banque de dépôt. On pense au Crédit Lyonnais ou à la BNP. Puis un groupe industriel, Rhône-Poulenc est sur les rangs, mais cela pourrait être aussi Péchinet. Au total, avec l'opération Suez, qui va débuter le 5 octobre, le gouvernement aura ainsi effectué 15 privatisations. Privatisation, cela signifie que l'épargne des Français et des entreprises, une nouvelle fois, va être sollicitée. Pour les 4 groupes annoncés aujourd'hui par Édouard Balladur, cela représente, selon certaines estimations, quelques 30 milliards de francs. Or, les Français ont déjà investi beaucoup dans les précédentes opérations et la bourse, plutôt morose, ne risque-t-elle pas une certaine saturation? C'est pourquoi Édouard Balladur a émis une réserve. Ces privatisations se feront si le marché le permet. Mais le ministre de l'économie fera tout pour ne pas avoir à revoir ses objectifs à la baisse. Il a d'ailleurs prévu une parade. Nous étudions des possibilités de paiement différé à l'occasion des prochaines privatisations. Et enfin, en cas de... Acheté en décembre et payé en juillet, Édouard Balladur vient d'inventer la vente d'actions à crédit. Si les Français ont épuisé leurs économies, ils pourront payer plus tard. Cela permettra au gouvernement de réaliser le maximum de privatisation avant les élections présidentielles. Des Suez, oui, des Suez, le compte familial. La classe politique a immédiatement réagi à l'annonce de ces privatisations d'ici mars 88, bien sûr. Alexandre Ozada a recueilli les propos d'Edmond Alfandéry, député UDF, et de Pierre Bérégovoy, l'ancien ministre socialiste de l'économie. Je constate que le gouvernement précipite les choses. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si on est pour ou contre les privatisations. La question est de savoir si l'on accepte la mainmise d'un parti sur les grandes entreprises financières et industrielles de notre pays. Il y a là un véritable quadrillage de l'économie qui s'opère au profit du RPR, et je considère que non seulement les socialistes, mais tous ceux qui n'acceptent pas qu'il y ait des relations aussi étroites entre le pouvoir politique, le pouvoir économique et l'argent, se doivent de réagir. Eh bien, c'est un coup d'accélérateur qui n'est pas malsain pour moi. Seulement, il faut que le marché financier permette d'absorber toutes ces entreprises nouvellement privatisées. Personnellement, je ne commencerai peut-être pas par les compagnies d'assurance, car cela pose problème, vous le savez, en particulier pour les assurances-vie. Je préférerais que l'on commence à finir de privatiser les grandes banques, le Crédit Lyonnais et la BNP. S'achemine-t-on vers un conseil de défense franco-allemand? L'idée en tout cas fait son chemin, c'est ce qu'a révélé aujourd'hui le président de la République. Aux côtés du chancelier ouest-allemand, François Mitterrand participait à la dernière journée des manœuvres moineau-hardy. Pierre Badet.
Jamais on n'était allé aussi loin ensemble. Jamais armée allemande et française n'avait manœuvré aussi à l'est de l'Allemagne, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière tchécoslovaque, dans le sud de la Bavière, sur le Danube. Ce sera d'ailleurs la dernière image de Kekerspatz. Sur ce même Danube, les deux généraux français et allemands scellent par une accolade la jonction de leurs deux unités, le 2e corps d'armée et la force d'action rapide. La scène se passe sous le commun regard du président de la République française et du chancelier de l'Allemagne fédérale. Confirmation de cette coopération militaire, les manœuvres communes vont s'intensifier. Les manœuvres communes ne sont pas d'aujourd'hui. Elles ont pris une ampleur considérable cette fois-ci. Eh bien, ça ne peut aller que dans ce sens-là. Il y aura de plus en plus de forces et d'engagements communs de la France et de l'Allemagne fédérale dès lors que l'on parlera de la sécurité commune. Sur le terrain, sur les champs de manœuvre, le président et le chancelier ont pu le vérifier. Entre Français et Allemands, ça marche. Encore faut-il que les états-majors, les instances de décision politique poursuivent et approfondissent leur coopération bilatérale. C'est le sens de l'évocation d'un éventuel Conseil de défense franco-allemand, ultérieurement encore élargi à d'autres partenaires européens. En attendant, les manœuvres franco-allemandes font recette. Aujourd'hui en Bavière, plus de 600 journalistes y assistaient aux côtés du chef de l'État français et du chef du gouvernement allemand. Aux journées parlementaires de l'UDF qui s'achevaient ce midi, l'horizon présidentiel s'est bien dégagé. Monsieur Barre sera candidat, il n'y a plus de doute là-dessus. Monsieur François Léotard, qui lui ne se présente plus, n'a pas montré beaucoup d'empressement pour soutenir Raymond Barre. Éric Pierrot. Personne n'en doutait vraiment, mais hier soir à Nice, Raymond Barre a confirmé qu'il sera bien candidat à l'élection présidentielle. Et il a appelé l'UDF à soutenir sa candidature. Sachez que je n'ai pas pris cette redoutable décision qui, dans l'esprit de la Ve République, ne peut relever que de moi, sans qu'ait compté pour beaucoup la confiance qu'un bon nombre d'entre vous m'avez accordée depuis que nous travaillons ensemble et que vous m'avez toujours maintenue. Dans les mois à venir, je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Ce que nous ferons ensemble, nous le ferons pour la France. Le député de Lyon sera donc le candidat unique de l'UDF à l'élection présidentielle, puisque François Léotard a annoncé hier officiellement son retrait de la compétition. La situation devient donc plus claire, mais il reste tout de même une ombre au tableau. Hier soir, à l'heure de vérité sur Antenne 2, François Léotard n'a pas voulu déclarer franchement son soutien à Raymond Barre, et les responsables barristes ont été déçus. Raymond Barre, quant à lui, préfère se tenir, comme il dit, à l'écart de la conjoncture politique du moment. Sans doute sa façon à lui de préparer la primaire qui va l'opposer à Jacques Chirac au premier tour. Après Marcel Rigout, Claude Popren et Pierre Juquin, 4e membre du comité central du PCF, qui est l'organe dirigeant du parti, quitte ses fonctions. Monsieur Liabresse estime que le parti n'adopte pas une attitude réaliste face aux problèmes actuels et que l'écart est trop grand entre sa pensée et celle du comité central. Dans le Golfe, après avoir heurté une mine, un navire de recherche maritime battant pavillon panaméen a coulé dans la nuit de lundi à mardi, apprend-on seulement aujourd'hui. 4 membres de l'équipage ont été portés disparus, 3 autres ont été secourus en mer. Quant à la marine américaine, elle a repêché aujourd'hui 3 des 6 mines mouillées par le navire iranien qui a été capturé lundi soir par les Américains. Au sud-Liban, à Saïda, un jésuite français, le père André Mas, directeur de l'Institut Saint-Joseph, a été tué de 3 balles de revolver. C'est le 8e jésuite assassiné depuis 1975. Joël Hazard. À l'hôpital Hamoud de Saïda, l'image terrifiante du corps d'un père jésuite. André Mas a sans doute été assassiné parce qu'il était à la fois chrétien et français. Il était arrivé au Liban en 1985 pour diriger le centre universitaire Saint-Joseph, branche Saïda. 160 étudiants, pratiquement tous musulmans, suivaient les cours de gestion de lettres ou de soins dispensés par la faculté. C'est dans son bureau sur le campus de Bramillé que le père Mas a été abattu. Il était 5 heures du matin, son agresseur connaissait parfaitement les lieux. L'assassinat n'a pas été revendiqué, mais son but est clair. Dissuader cette poignée d'enseignants de poursuivre leurs cours. André Mas prêchait avant tout la réconciliation entre communautés confessionnelles. Son adjoint était d'ailleurs musulman chiite.
Il faisait partie de ces derniers Français, ils sont moins d'une dizaine, qui ont choisi de rester dans ce secteur du Sud-Liban majoritairement musulman, en dépit des menaces, celle des intégristes qui occupent plusieurs points stratégiques dans la région de Saïda. C'est probablement parmi ces derniers que l'assassin du père Mas a été recruté. Polémique à propos d'un article paru dans un hebdomadaire italien annonçant de nouvelles révélations sur le passé du président autrichien M. Kurt Waldheim. D'après un document fourni par l'ancienne assistante de Simon Wiesenthal, qui a consacré sa vie à la recherche des anciens nazis, on apprendrait qu'en 1944, en Grèce, le lieutenant Waldheim aurait co-signé l'ordre de faire interroger par la police hitlérienne des prisonniers de guerre britanniques qui ont ensuite été éliminés. Selon M. Wiesenthal, les documents auraient déjà été publiés dans un journal allemand, Der Spiegel, et n'apporteraient donc rien de nouveau ni d'accablant pour le président autrichien. En ligne, Eva Dvaror, notre correspondante, qui a joint M. Wiesenthal. Simon Wiesenthal est formel. J'ai reçu une lettre du secrétaire au Foreign Office indiquant que les autorités britanniques avaient conclu à l'époque que ces documents ne contenaient aucun grief contre Kurt Waldheim. Simon Wiesenthal n'avait donc aucune raison de réexaminer ces documents, car pour lui, ils ne constituent pas de preuve irréfutable de la culpabilité de Kurt Waldheim et risqueraient donc de relancer la flambée d'antisémitisme en Autriche. Ainsi, il rejette les attaques que Serge Klarsfeld a lancées contre la commission d'historiens chargée d'examiner le passé du président autrichien. Pas question de douter de l'intégrité de Gerald Fleming, c'est un homme qu'il connaît depuis de nombreuses années, un ami au-delà de tout soupçon. Eva Tvaror pour FR3 Vienne. Le mensonge et les incartades ne pardonnent plus dans le monde impitoyable de la politique américaine. Après Gary Hart, victime de ses escapades amoureuses, c'est le tour de Joe Biden, candidat démocrate à l'investiture présidentielle. Il se trouve écarté pour s'être fait passer pour un bon élève alors qu'il n'était qu'un écolier moyen. C'est d'ailleurs peut-être là qu'il faut chercher la raison de sa deuxième faute. Dans ses discours, il empruntait ses meilleures phrases à d'autres, sans les citer. Hubert Coudurier. Je suis en colère contre moi-même, dit Joe Biden, et il y a de quoi. Pour avoir plagié dans ses discours John Kennedy et d'autres hommes politiques, pour s'être inventé un palmarès universitaire, il se trouve aujourd'hui dans une posture pour le moins ridicule. Décidément, le camp démocrate joue de malchance un an avant les présidentielles. Après Gary Hart, voilà un deuxième candidat à l'investiture qui renonce. Dans ces deux affaires, la presse a confondu les menteurs qui, du coup, n'osent plus affronter l'opinion publique. Certes, il y en a d'autres sur la ligne de départ. Le plus connu, le pasteur Jesse Jackson, s'est assagi mais ne rassemble guère au-delà de son électorat traditionnel. Les autres, tels Michael Dukakis, sont totalement inconnus et manquent visiblement de charisme puisqu'on les a surnommés les 7 nains. Un seul homme pourrait restaurer la crédibilité des démocrates. Il est gouverneur de New York et s'appelle Mario Cuomo. Hélas, craignant l'intrusion de la presse dans sa vie familiale, il a, semble-t-il, renoncé à se présenter, à moins que la pression insistante de ses amis finisse par le convaincre de revenir sur sa décision. L'invité de Soir 3, Alain Sibony, bonsoir. Vous êtes pour l'Éthiopie le chef de la mission AICF, c'est-à-dire l'Action internationale contre la faim. Vous nous avez alerté sur la menace d'une nouvelle famine en Éthiopie, tant il est vrai, Gérard Passon, qu'il n'a pratiquement pas plu depuis le début du mois de juin dans ce pays. Effectivement, Jacqueline, est d'ores et déjà dans le nord du pays. On estime que 6 millions d'habitants, pour le moins, vont devoir être secourus. Et cela même si, enfin, il se mettait à pleuvoir normalement. Nous reviennent alors en mémoire des images oubliées peut-être, mais sans doute pas, des images d'Éthiopie, des images de la grande famine des années 84 et 85, dans ces provinces d'Érythrée, du Volo et du Tigré, déjà ravagées par une guerre de sécession durement combattue par le gouvernement marxiste d'Addis Abeba. Heureusement, du monde entier, les secours alors étaient venus et une cinquantaine d'organisations humanitaires avaient travaillé d'arrache-pied dans un contexte politique pourtant assez difficile. Heureusement aussi, la pluie enfin était revenue sur ces hauts plateaux du nord de l'Éthiopie et au printemps dernier, l'une de nos équipes de reportage avait rapporté ces images d'espoir. Dès lors, AICF et toutes les autres organisations humanitaires pouvaient espérer travailler à plus long terme. Éloigner la famine, on pouvait commencer à parler de développement rural. Hélas, depuis le mois de juin, à nouveau, la terre se dessèche et à nouveau, des regards d'hommes, de femmes et d'enfants nous implorent. Le déficit en céréales est déjà estimé à 1 million de tonnes. Ces images datent de la semaine dernière dans la région de Mekele.
Alain Sibony, cette fois-ci, le gouvernement éthiopien a pris les devants et on a tout de suite appelé à la solidarité internationale. Absolument. Sans attendre, en appelant aux donateurs internationaux, aux organisations internationales, aux organisations humanitaires qui sont déjà sur le terrain. On nous demandera d'agir au plus vite. Effectivement, Alain Sibony, il faut faire très vite, il faut absolument éviter ces gigantesques regroupements de populations faméliques que nous avons vus en 85. Il ne faut pas oublier les leçons de 80-85. Il ne faut pas que l'aide alimentaire arrive au moment où les gens sont déjà dans des camps de la faim, dans des mouroirs. Et cette année, cette fois-ci, il y a déjà du monde sur place. Nous y travaillons depuis 85, d'autres organisations aussi. Action internationale travaille principalement dans le Nord, Tigré et Érythrée. Et on est prêt à utiliser la force alimentaire qui va être nécessaire. 1 million de tonnes vont être nécessaires pour les 6 millions de personnes qui sont menacées déjà dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Vous dites que les leçons de 84-85 ont été retenues, elles l'ont vraiment été par le gouvernement éthiopien? Complètement, on nous a demandé de préparer un plan d'urgence, c'est-à-dire la force de cette alimentation qui arrive, ces millions de tonnes qui arrivent. On peut l'utiliser tout de suite. On nous demande de construire le plus vite possible une centaine de puits. C'est-à-dire que non seulement il faudra l'aide alimentaire, ce million de tonnes que vont donner les donateurs bilatéraux, les gouvernements occidentaux, mais il faudra aussi une action sur le terrain. Ça, c'est les organisations militaires. Alors on a été choqué en France par l'Éthiopie de M. Mengistu, ce régime marxiste. On a été un peu choqué par les déplacements de population et l'expulsion consécutive de Médecins sans frontières qui avait eu le tort, d'après M. Mengistu, d'avoir dénoncé ces actions. Pouvez-vous aujourd'hui nous assurer que l'aide que l'on peut vous faire parvenir à vous, par exemple à ICF, ira directement aux populations sinistrées par la sécheresse? Une organisation humanitaire comme la nôtre, Action internationale contre la faim, contrôle totalement la distribution de son aide. Nous la recevons, la demandons, vous la demandons, et nous contrôlons sa distribution à ses bénéficiaires directs. Il n'y peut pas y avoir de triche là-dessus. Vous retournez vous-même Alain Sibony très bientôt en Éthiopie. La semaine prochaine. Et alors on peut peut-être indiquer votre adresse. Vous êtes nombreux à travailler en Éthiopie, mais donc à ICF, à moins que l'adresse soit déjà passée. Je rappelle votre adresse, 34 avenue Reille, dans le 14e arrondissement de Paris. Merci Alain Sibony. Merci. Il se pourrait que vous ayez des difficultés à trouver vos journaux demain matin. En effet, à l'appel de la CGT du Livre, un mot d'ordre de grève nationale a été lancé pour protester contre les violents incidents qui se sont produits aujourd'hui au palais de justice du Mans. Venus soutenir des syndicalistes, des militants CGT qui avaient envahi le tribunal ont été expulsés par les forces de l'ordre. Au cours de cette opération, 3 syndicalistes et 2 policiers ont été blessés. Notre chaîne Affaires 3 a retransmis ce matin en direct la seconde audition publique de la Commission de la nationalité. Les 16 sages ont complété leur information en entendant notamment les hauts fonctionnaires des ministères de la Justice et de la Défense nationale. Mais c'est lors du dernier témoignage que l'émotion a pris le pas sur la réflexion. Lorsqu'un ancien harki, M. Brahim Sadouni, est venu dire à la Commission de la nationalité que 25 ans après la fin de la guerre d'Algérie, 25 ans après avoir combattu dans l'armée française, il n'était toujours pas considéré comme un Français à part entière. Il y a 25 ans, depuis que des gens comme moi ont choisi, même plus avant, choisi de rester français, sans avoir quelque chose de contre personne, car l'histoire nous a fait comme ça, les politiciens, certains l'ont déformée, elle a abouti que des gens comme moi soient abandonnés. Je ne peux pas accepter à ce qu'aujourd'hui, même des enfants qui sont nés en France, s'ils le souhaitent, et veulent être français, qu'on les abandonne à leur tour. J'avais M. Chonu puis M. de Bresson. M. Chonu. Je vais vous dire que je suis né à Verdun. Et je suis issu par ma mère d'une famille de paysans de là-bas. Il y a de très grands cimetières. Et dans ces cimetières, vous avez des croix. Et vous avez des petites plaques. Je viens vous dire que mes ancêtres n'ont jamais fait la différence. Et je considère, nous considérons, nous sommes quelques-uns à considérer que ceux qui, comme vous, ont versé l'impôt du sang. Je tiens à vous dire, monsieur, que pour moi, vous êtes 2 fois français. Merci, monsieur.
Prochaine audition de la Commission de la nationalité, mardi 29 septembre, en direct à 9h45, de 9h45 à midi sur FR3. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. À cette occasion, vient de paraître en bande dessinée l'histoire de cette fête. 6 autres albums vont ainsi raconter l'histoire des fêtes juives. Émilie Rafoul et Marc Doux nous racontent Rosh Hashanah. Hidush Lel Rosh Hashanah. Hier soir, dans les familles juives comme celle-ci, c'était le traditionnel repas de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, l'une des fêtes les plus importantes de leur histoire. Sacha, le dessinateur, a décidé de nous la présenter en bande dessinée. C'est la première fois qu'on offre aux enfants de leur expliquer ce que sont que les fêtes juives, quelle est l'origine des fêtes juives, d'une manière aussi claire, aussi facile à comprendre par les plus jeunes enfants. Sois loué, Éternel, notre Dieu, qui a créé le fruit de l'arbre. Nous faisons partie de la civilisation judéo-chrétienne. Le peuple juif, c'est la partie judéo de la civilisation judéo-chrétienne. Et on est toujours ensemble, on est toujours les uns avec les autres. Et moi, il me semblait qu'il était indispensable de faire connaître, mais alors au grand public, ce que c'est que ce peuple, ce que c'est que cette religion qui est à l'origine quand même de toutes les religions monothéistes du monde, qui est à l'origine de la religion chrétienne. Pour toi, l'artiste, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Oui. C'est quoi Rosh Hashanah pour toi? Ah, Rosh Hashanah, voilà une question intéressante. Tout le monde croit que c'est la création du monde. C'est faux, c'est la création de l'homme. Les dialogues sont écrits par un rabbin. L'histoire, la grande, est racontée scrupuleusement et les fêtes, celles d'aujourd'hui, sont découpées étape par étape selon le rituel. Reste, malgré la pédagogie un peu pesante, le rythme, la couleur et l'humour de la bande dessinée. Ce sont des aventures extraordinaires. Après tout, ces albums sont des albums d'aventure. C'est les aventures les plus palpitantes de tous les temps. L'histoire d'Esther dans Purim, enfin c'est un western. Le western ce matin, dernier jour de Rosh Hashanah, c'était la sonnerie du chauffard, la corne de bélier. C'est donc l'année 5748 qui commence et avec elle, la période de pénitence jusqu'à Kippour dans 8 jours. En attendant, Sacha s'est remis à son prochain album. Ce sera Hanouka, la fête de la lumière. Une année vraiment noire pour le Hollywood des années dorées. Après Fred Astaire, Bob Fosse, le célèbre metteur en scène et chorégraphe, est mort la nuit dernière à Washington. Il a succombé à une crise cardiaque alors qu'il venait d'assister à la dernière répétition de la reprise de l'un de ses plus grands succès des années 60, Sweet Charity. Regardons quelques images des plus célèbres comédies musicales de Bob Fosse. What's your name? Dorothy, can I help you? You're beautiful. Me? May I take your order now? I have something sweet, soft, and white. Save the neon lights on Broadway. The Satan's on wave, magic in the air. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Henri Chapier, dans All That Jazz, qui a été traduit en français par Que le spectacle commence, il y a un personnage qui est metteur en scène, chorégraphe, alcoolique, un peu dément, un peu excessif, un peu agité. Et certains disent que c'est un autoportrait de Bob Fosse. Vous l'avez connu, c'est vrai? Oui, écoutez, il ne pouvait pas rester en place. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ses films, on s'en aperçoit. Ce qui le caractérisait, c'était une passion extraordinaire et surtout un sens du rythme. Et il le disait d'ailleurs à tous ses interprètes, à Broadway, parce qu'en Europe, on connaît beaucoup ses films. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas allé voir ces spectacles. Et là, il fallait que règne l'attention pour tirer le meilleur parti, si vous voulez, des interprètes. Et je crois qu'il a renouvelé totalement ce que nous appelons la comédie musicale. Parce que dans les années 30 et même 40, c'est suave, c'est joli, c'est magnifique au niveau plastique. Mais alors chez lui, c'est sensuel,
c'est complètement moderne, c'est un peu hystérique par moment, bien sûr, mais le monde moderne l'est aussi. Et lui avait besoin de tout cela pour créer, pour vivre, pour interpréter, pour montrer à d'autres comment il fallait danser. Et de toute façon, il avait une opération à cœur ouvert dans le film, il en avait eu une il y a 2-3 ans, et finalement, cette fois-ci, je crois qu'il n'a pas pu biaiser avec le destin, hélas. Merci Henri. À l'honneur aujourd'hui, les 3 banques qui gèrent le mieux les SICAV de leurs clients. Le magazine Mieux Vivre vient d'attribuer aujourd'hui les corbeilles d'or, d'argent et de bronze dans l'ordre à la compagnie financière, au Crédit Commercial de France et au Crédit Agricole. Il n'y a pas que de très bonnes nouvelles sur les marchés financiers puisque la Bourse de Paris a perdu aujourd'hui son avance d'hier. Martine Thiebaud. 1,1% exactement, mais avec un volume d'affaires faible. Une nouvelle fois, ce sont les États-Unis qui ont donné le signal de la baisse avec toujours la même inquiétude sur le front monétaire. Malaise aggravé par la déclaration de M. Balladur qui ne prévoit pas de baisse rapide des taux d'intérêt en France. Ce sont les pétrolières qui, dans leur ensemble, ont le plus reculé. En hausse tout de même Maison Phoenix, le Sieur et les mines d'or. Le dollar s'est un peu affaibli aujourd'hui. Il a accusé le coup d'un relèvement du taux d'escompte japonais. Les marchés d'échange ont tourné au ralenti, attentisme avant la réunion ce week-end des 7 ministres des Finances des grandes puissances occidentales, le fameux G7. Wall Street était en baisse ce soir, dans un volume d'affaires là aussi faible. La bourse américaine est restée déprimée par le recul du dollar et toujours une tension sur les taux d'intérêt. Si vous avez joué au quartet, il fallait jouer les numéros suivants, le 14, le 5, le 1 et le 11. Rapport pour 5 francs dans l'ordre, 18 948 francs. Dans le désordre, 1579 francs. Si vous avez joué au tiercé, il fallait donc jouer le 14, le 5 et le 1, qui rapportaient pour 5 francs dans l'ordre, 1785 francs. Dans le désordre, 357 francs. La météo en 3 temps, 3 mouvements. Tout d'abord des nuages et pluie sur la moitié sud du pays, belles éclaircies puis dégringolades de cumulonimbus au nord. Au centre, le soleil sera pratiquement omniprésent après dissipation des brouillards matinaux. Les températures baisseront encore demain. Voici celles que l'on attend pour demain, 17 h, 18 degrés à Rouen et Rennes, 19 à Paris, 20 à Tours, Bourges et Grenoble, 23 à Agen et Toulouse, 28 degrés en Corse. Je vous rappelle les titres de ce journal. Privatisation en série d'ici le mois de mars 88. Édouard Balladur annonce d'ores et déjà celle des AGF et de l'UAP. Fin des manœuvres franco-allemandes sous les yeux de Kohl et Mitterrand. Un conseil de défense commun est à l'étude. Un jésuite français assassiné au Sud-Liban à travers cet attentat. C'est à la fois la France et les chrétiens qui pourraient être visés. Après 2 ans de répit, la sécheresse refait son apparition en Éthiopie. De nouveaux secours s'organisent. Les rendez-vous de l'information demain sur FR3, les flashs de 12h55, 15h et 17h, Dominique Poncet. Le 19-20, Maggie Gilbert, Daniel Grand-Clément. Vous retrouverez Soir 3 et Jacques Pogam à 22h20, immédiatement après le magazine Thalassa. À lundi. Bonsoir. Votre première évasion du week-end, Thalassa, le vendredi à 21h30. Dans la série Océanique, nous vous présentons maintenant La Rancune et le Prophète. L'émission initialement prévue ne pourra vous être présentée, nous en sommes désolés.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? C'est des palpitations. Puis j'ai des vertiges. Quand je marche tout seul, on dirait comme me bouscule. Puis, quand je souffle, même on dirait que c'est tout mon souffle que je rejette. Au niveau de mes épaules, là je sens qu'il y a quelque chose qui m'a attrapé comme ça. Et c'est contracté comme ça. Le prophète vous a donné la cause? Il y a toujours quelque chose. Pour qu'il y ait une maladie, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, oui. Dans la majeure partie, on sait que pour être malade, il faut toujours quelque chose. Il y a quelque chose qui cause ça. Surtout les rancunes. Les rancunes. S'il y a des mésententes? C'est ça. C'est que bon, il y a eu des gens qui sont venus pour vous mettre en accord. Et qu'au début, vous avez dit, bon, vous avez compris. Mais à l'intérieur de vous-même, vous allez dire que vous allez essayer de... Regardez, ce sont des rancunes, ça. Vous avez vu?
On a dit, je dis tout de suite que j'ai laissé. Par contre, moi je vous attends au second tour. Donc vous n'avez pas laissé. Ce sont des rancunes, ça. Tant que votre cœur n'est pas apaisé... Voilà, c'est ça. La maladie, et surtout, il suffit que vous ayez un mal de tête, hein, votre mal va s'aggraver. Oui. Les rancunes tuent facilement chez nous ici. Il explique qu'en Afrique, la rancune, ça compte beaucoup. Quand tu as quelque chose dans le cœur que tu vides pas, que tu sois malade, arrivé à l'hôpital, on te fera tout le traitement, tu ne peux pas guérir. Mais une fois que tu dis tout ce qui se trouve dans ton cœur, même tu prends n'importe quelle feuille pour te soigner, tu guéris. À l'hôpital, on te donne une aspirine, tu guéris. Mais quand il y a quelque chose dans le cœur, tu ne peux pas guérir. C'est pourquoi beaucoup de docteurs, en opérant des gens meurent parce qu'ils ont quelque chose dans le cœur et on dit que la personne, le docteur n'est pas bien. Ça provient du patient qui n'a pas vidé son cœur. Un moyen que parmi, il n'en est qu'à faire un envoi la musique bras. Alors que le temps de le faire jouer, et lui tâcher jouer, et pas bien jouer jouer non. Il dit bon âme, et qui attend que ça m'a ému, et qui m'a encore magri. Encore bon impact, ben on a les coca quand les bimitaires à papa. Faites-moi bien un coca. Et un homme coca hana. Ce jeune homme, Pami, est interrogé par Ojo. Sa belle-mère, son père et sa sœur sont souffrants. Pami reconnaît être responsable de la maladie de sa sœur, Georgette. Et ça, le bon voilà, mais il y a ma chaleur, mais le chétan, Georgette, n'y non, émus, et que qui bio. Pas mis en équipe, on l'a. Moi, on me dit, en bas, rien n'était à la boue, ou pas, à fois autre fois, ben, frère, était venu louer que, ben, frère, Pami avoue qu'il a promis la vie de sa sœur à la société de sorciers dont Ojo l'accuse de faire partie. Ma maladie, quand ça tombe sur moi, où je suis, j'ai urine même 7 fois même, tout de suite. Bon, ça tombe sur moi, je ne vais pas respirer. Bon, toujours, je respire mal. Et puis, il y a quelque chose qui est dans ma gorge. On dirait que je vais vomir, ça ne vient pas, mais tous les jours, ça me dérange. Bon, quand je suis là, si je prends de l'eau froide, ça tombe sur moi, ça ne va pas. On dirait que je vais mourir tout de suite. Je souffre tous les jours. Je ne sais pas comment il faut faire. Je dis, aïe, mais qu'est-ce que tu vas me tuer ou bien quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis là tous les jours, je pardonne Mami. Elle ne dit pas. Il dit oui que c'est ses camarades qui ont fait qu'il m'a attaqué. J'ai dit quoi, pardon, il faut me laisser. Ce que tu veux, il va te donner, il faut me laisser. Il ne veut pas, jusqu'à on est venu chez le prophète. On était venu ici. Bon, le prophète m'a confié un prophète, il m'a accepté. Ça, je suis resté ici là. Non, mon obligé de la louer. Hein? Pami s'en est pris aussi à son père, Élie, qui selon le prophète aurait pu en mourir. Pami avoue qu'après avoir attaqué sa sœur en sorcellerie, il s'est retourné contre leur père. Il en veut à celui-ci parce qu'il ne s'occupe plus que de sa deuxième femme et qu'il a refusé de lui payer des habits. Le prophète incrimine aussi la grand-mère, Tagno. Elle aussi s'oppose au second mariage de son fils. Elle avoue être intervenue en sorcellerie pour rendre Jeannette, la deuxième femme, stérile et souffrante. Les deux femmes ne s'aiment pas. Jeannette estime qu'elle n'a rien à se reprocher et qu'elle a toujours fait son devoir envers sa belle famille. La grand-mère explique à Ojo qu'elle a maudit son fils, Élie, depuis qu'il a pris cette deuxième femme et qu'il néglige ses enfants. Jeannette fait des reproches à sa belle-mère. Elle l'accuse de l'avoir fait tomber malade. Elle souffre de maux de ventre, de bourdonnements, de douleurs atroces.
Pammi est condamné par le prophète à rester près de lui jusqu'à la fin de sa vie. Dès qu'ils seront guéris, les autres membres de la famille pourront rentrer chez eux. En attendant, ils travaillent sur les champs du prophète. Mais Pammi ne rentrera pas chez lui. Il devra rester chez le prophète et l'aider sur ses champs de manioc. S'il accompagnait sa famille, les rancunes ne feraient qu'augmenter. Le prophète explique que dans la nature, il y a trois sortes d'êtres invisibles. Premièrement, les Emnis en Adjoukrou, qu'on appelle les génies en français. Il y a d'autres qui habitent dans les rivières, d'autres dans les grands bois, d'autres sont comme des blancs et d'autres sont comme des Africains. Deuxièmement, des nains qui ont des petites tailles. Certains ont 2 têtes et d'autres ont qu'une seule tête. Et troisièmement, les anges envoyés par Dieu, que quand quelqu'un est chrétien, prie très bien, il l'envoie directement au paradis. La plante qui se trouve là s'appelle Beprana Djoukrou et en français ils l'ont surnommé piqué. Le prophète se sert des feuilles pour faire une préparation quand elles sont sèches et c'est avec la liqueur qu'il prend pour soigner les malades. Toutes sortes de maladies, les maux de ventre, les empoisonnements. Ceci est fait pour n'importe qui rentre dans sa cour, c'est le premier traitement. Il fait des prières en prenant ses feuilles. Il fait des prières pour chasser les mauvais esprits et prier Dieu pour que Dieu augmente sa puissance et qu'il guérisse les malades. Autour du prophète s'est formée une communauté de malades venus de partout. Ils logent comme ils le peuvent chez des parents ou des amis. Ils cultivent de petits champs ou travaillent pour le prophète qui les entretient. Pour ces soins, Ojo n'exige aucun paiement, mais tous les malades l'aident pour le remercier. Carolino, Ofubiao, me la faut conseillero, et puis pigneyo, aboe, y'a bras tout tué, jantra tout tué, gode blao, gata tout tué,
Nyaya bra fed ya mubo. Feme kum yo. Ajeba kondo. Gago agongo. Gago agongo. Gazumbe. Guillet. J'avais 15 ans. Guillet. J'avais 15 ans. Tu m'as enceinte. Qui j'étais au CM1. C'est Delphino. Première au CM2. Guillet. J'avais 15 ans. J'étais au CM1 à Dabou. Guy, tu m'as baisé. Gilbert t'a baisé. C'est la plus jolie. Quand elle te dit, elle m'a fait. Attention. Attention. Kaimal gourmet. C'est diable à faire beaucoup. Yawa boufakalo ene boumbe anyamo. À quoi me voler dans la cour. La maman dort pas bête Villette. Demandez monsieur Katia Camarala. Qui dit Delphine? Elle est gentille. Qui dit Marguerite? Qui dit Delphino? Au revoir, belle voix. Yacine dit vivement en deux. J'arrive maintenant. Les gars m'a moqué. Dado. Ça c'est ma saïe. Kajo Aou Caroline. Tu pourras aller me cacher. En quelle année à Benjardine? Kajo Gabriel. Kajo Delphine. Kaye Karu Coucou. Kaye Coucou. C'était bon nom. Apa me biao. Imbécile et c'est pour. Et c'est pour moi plaît. Maloué. Si tu peux me définir, ça prend moi maintenant. Toi, mais mets-toi là. Hé, la vilaine, mets-toi là maintenant. Couche-toi maintenant. Couche-toi. Il faut te coucher divisement en deux. Quand je dis moi là ouais, qui t'a dit moi là ouais? Va en haut, des bras et viens. Va le ciel à 1950. Dis attention, hein. Tu peux pas, hein. Rentre là, hein. Tu laisses pas tomber, mais tu vas souffrir, tu tombes là, tu meurs. Faut prendre les bras, tu te fatigues. Depuis la nuit, j'ai tiré maman, attention. Pas attention. J'ai tiré papa à diviser. Tu vois Benjerville déjà ici. Kajo Aou Caroline, kéré, oh. L'abbé Aoué, fait d'elle à boire, oh. Fait finir, mais. Pour se protéger contre toutes les agressions, dans presque chaque famille, on fabrique des médicaments. Le prophète lui-même a formé un herboriste qui prépare des remèdes aussi bien pour les rhumes que pour les cas de sorcellerie. Les sorciers sont censés tenir des banquets nocturnes au cours desquels ils consomment la chair humaine.
Ces faits ne sont basés sur aucune pratique véritable, mais ils sont tenus pour réels. Ainsi, le ballonnement du ventre d'un enfant peut être attribué à une consommation involontaire de chair humaine. Amiri, pada di mana Amiri? Dong bi bermang lu ayi cek uang yang dari ri. Namanya. Namanya. Rumah yang kau ngapain? Itu nggak ngirim. Siapa yang keberan ngirim mau oleh nyapel lo, saya kan. Budak dah. Abi menmisya, madam icaya sama yang. Abi ini ingin apa ke dada? Eri? Ke dada. Ini kuker siapa? Ini dada. Ini ngolah ngaji. Amegan bojel kata. Le malade Yedmel a avoué qu'il a pris du fétiche qui se trouve dans une bouteille de l'eau. On lui demande qu'est-ce qu'il y a dans cette eau. Il a honte, il ne peut pas avouer devant les gens. Il a préféré qu'il parte à côté avec une autre personne pour pouvoir expliquer. C'est pourquoi il est parti avec Mustapha à côté. Le fétiche s'est retourné contre lui? Oui, c'est ça, le fétiche s'est retourné contre lui. Et il est tombé malade. Mabuk, ngorok, minum, membakar, mabuk, itu semua itu, melakukan, itu, pakcik, ngorok, baru mabuk, ngorok.